Bienvenue à tous. On est absolument ravis. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Engage Calls qui, ce soir, est dédiée à l'art et à la création artistique avec deux invités magnifiques, de très grands artistes. Reza, le grand photojournaliste de guerre, qui a sillonné la planète avec son appareil photo. Il nous parlera de tout ça et de son combat pour l'émancipation par l'art. Et puis Romuald Grin-Barbaret, un grand et jeune encore violoniste soliste qui nous a fait le bonheur d'accepter de jouer pour nous en direct, un petit concert live. Je crois qu'aujourd'hui, on en a plus que besoin. On a plus que besoin d'art en général, de création artistique. Bien sûr, parce que c'est de l'émotion, ça nous fait du bien, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que l'art fera partie intégrante, doit être partie intégrante de la réinvention. Et puis, c'est de ça d'ailleurs que nous parlerons dans le temps d'intelligence collective, puisque la question que nous allons aborder, c'est comment permettre finalement au plus grand nombre de développer leur potentiel artistique et créatif dans les années qui viennent. Juste un petit rappel, donc les Engage Calls, c'est un temps pour échanger, imaginer l'après et puis le construire concrètement, notamment au travers du temps d'intelligence collective. Cette semaine est consacrée à l'art et puis la prochaine édition, nous aurons le plaisir d'accueillir Karine Jacquemart, qui est la directrice de Foodwatch France et qui nous parlera de la stratégie du choc, qui est beaucoup envoyée par les lobbyistes. On en parle beaucoup, c'est évidemment le livre de Naomi Klein. Comment la renverser pour nous aussi utiliser ces temps de crise pour transformer la société activement et faire du lobbying d'intérêt général. Mais tout de suite, deux recommandations avant de passer à l'art. Un, évidemment, pendant la discussion que j'aurai avec Romuald et ensuite Reza, vous pourrez bien sûr me poser des questions en direct via le petit élément de chat au milieu, converser. Et puis, à partir de la seconde partie de l'interview, eh bien, vous pourrez lever la main et poser directement vos questions à Reza. Évidemment, merci à tous nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux, qui nous permettent d'amplifier le rayonnement des Engage Calls. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour l'intelligence collective qui succédera à cette interview. Et puis, voilà, on vous dira, on vous interviewera dès demain pour relancer à nouveau cycle des Engage Calls sur les thématiques qui vous semblent les plus importantes pour vous. Et on vous racontera la plateforme qui est en train d'être créée. Donc, merci infiniment. Et puis, on va débuter en musique. Romuald, je te vois. On t'écoute, tu vas nous jouer un mouvement d'une sonate d'Isaïe pour commencer. Exactement. Alors, Merci on t'écoute Thomas. tout de suite. Merci Romuald.
Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut tous t'applaudir. Merci infiniment, Romuald, pour cette entrée, pour cette introduction magnifique. Un petit mot sur ce que tu nous as joué? Alors, j'espère que ça s'est bien passé au niveau du son. Parce que Écoute, pas mal, parce qu'évidemment, on était inquiet avec Romuald sur la qualité de la diffusion. On aurait préféré avec ton talent que ce soit encore dans des conditions meilleures, mais bon, voilà. Déjà, l'émotion est passée. Ça fait plaisir, en tout cas. C'est vrai que c'est assez spécial pour nous, les artistes, de se produire par Internet. Alors, c'est aussi un avantage. Voilà, ça nous permet de garder les contacts avec les élèves aussi quand on est professeur et voilà, de participer à des événements. Donc, merci, Jérôme. Ce que je viens de jouer, c'est en fait un mouvement de la deuxième sonate d'Eugène Ysaÿe, qui était violoniste, grand violoniste et compositeur du début 20e. Ouais. Et ce mouvement s'appelle Obsession. Alors, comme vous avez pu l'entendre, en fait, ça reprend pas mal d'extraits, alors surtout de Bach, et on sent que justement que c'est quelqu'un qui est assez tourmenté. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'extraits qui s'arrêtent d'une manière un peu abrupte et qui sont suivis par des choses un peu plus douces, puis de nouveau Plus des lyrique, choses ouais. plus tendues. Et voilà. Alors, Romuald, tu voulais En fait, il y a une peur ou une envie, c'est que en ces temps de société qui va se numériser, c'est ce qu'on sent tous d'une certaine façon, que la place des artistes soit gardée, que la place du rôle des artistes soit conservée. Et c'est quelque part le combat que tu entends mener pour que vos droits ne se perdent pas dans les limbes du numérique. Alors, effectivement, et spécialement en ce moment, on ne peut pas se produire dans des salles de concert. Mm. Je pense qu'il est intéressant de penser au fait que tout ce qui est lié au live stream via les plateformes habituelles n'est pas rémunéré du tout, en fait, ou extrêmement peu. Il faut savoir que pour un artiste français, je veux dire, pour gagner à peu près 100 euros, ça c'est d'après l'ADAMI, qui est l'organisme officiel des droits des interprètes, des musiciens en France. Pour gagner 100 euros, il faut être diffusé 1 million de fois sur un Qui est pas site mal pour un artiste de live stream classique, par exemple. gratuit et 250 000 fois si c'est un site comme Deezer, Spotify qui est payant, si on souscrit un abonnement. Donc, c'est extrêmement peu. Et c'est pour ça que je suis en discussion aussi avec des représentants de l'administration de l'AMI, justement pour pouvoir changer ça, pour utiliser un peu la situation actuelle, sachant qu'en France, on a plus de chances que dans plein de pays parce qu'on a l'intermittence, les artistes sont plus protégés. Mais quand je parle à mes collègues aux États-Unis et ailleurs, pour eux, c'est vraiment le néant en ce moment et il y a beaucoup plus d'incertitudes économiques vis-à-vis de leur situation. Et c'est pour ça que, alors, il faut savoir que la SACEM, qui est la société des auteurs, compositeurs, a déjà annoncé qu'elle instaurerait donc des droits pour les compositeurs. Donc, quand les compositions des compositeurs vivants seraient jouées dans les live streams aussi en direct comme ça. Et donc, l'ADAMI, pour l'instant, essaye de voir, parce que bien sûr, il y a un tas de choses à mettre en place et c'est vraiment pas simple pour savoir aussi comment continuer à verser des droits une fois que le live stream est terminé, par exemple. Voilà, c'est pas mal de choses à prendre en compte. Merci infiniment, Romuald. Je crois que tu nous fais la gentillesse d'accepter de rejouer à la toute fin de l'émission. On aura la chance que tu nous joues un extrait d'une sonate de Bach, je crois, ou une partita d'une sonate. Une sonate, je crois. Sonate. Une sonate, voilà. Donc, merci infiniment et on va accueillir Reza. Et à tout à l'heure et encore bravo, Romuald. À tout à l'heure, merci. Vraiment, merci infiniment. Bonjour, Reza. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très, très bien. On est ravis de t'accueillir. Je présente rapidement, parce que nous, on va être en retard. Reza, immense photographe, reporter de guerre. Tu as photographié les conflits. À la fois, ce qui était saisissant, c'est à la fois les figures marquantes du combat, de l'engagement. Évidemment, on a toutes les photos de Massoud en tête.
mais aussi la figure des citoyens. Et c'est ce dialogue que tu as toujours renoué dans ta photographie. Et puis, tu as fondé des ONG, tu es un artiste engagé, tu es l'une des figures de l'artiste engagé. Mais je voudrais poser une première question parce que tu as couvert énormément de conflits. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, on est en guerre dans notre société? Tout d'abord, je voudrais dire à Romuald combien j'ai Bien sûr. vraiment aimé sa prestation. Merci. Et surtout, le morceau que tu as choisi qui s'appelle Obsession, c'est quelque chose qui existe chez beaucoup des artistes pour leur art et la façon dont ils présentent. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi la première question qu'il a posée en disant « J'espère que le son était bien ». C'était extraordinaire. Comme moi, je dirais « J'espère que l'image est bien et que la qualité de l'image est bien ». Ça montre un peu le degré de, je dirais, importance que nous donnons à tous les détails de ce que nous faisons, de tout ce que nous présentons. Maintenant, un retour à ta question, Jérôme. Oui, ça fait plus de 40 ans que je fréquente les zones de guerre et conflit. Et ce que nous vivons, pour moi, c'est une vraie guerre, une guerre mondiale. Certainement, il y a des différences avec les guerres conventionnelles qu'on a connues, qui continuent malheureusement d'exister. La première, c'est que c'est une guerre qui n'a pas de son. C'est une guerre silencieuse. Toutes les autres guerres, la première chose, c'est les bruits des explosions, les avions. Or ici, c'est une guerre qui n'a pas je dirais de voix, de son. Et autre chose dans les guerres, c'est que les autres guerres, il emmène les gens de se regrouper ensemble pour se protéger. Tout le monde allait de se réunir dans un sous-sol, dans un endroit. Et ici, c'est le contraire. Les gens, ils essayent de ne pas se rapprocher. Mais il y a énormément de ressemblances avec les guerres, et c'est une nouvelle forme de guerre. D'ailleurs, peut-être qu'une fois qu'on saura exactement d'où viennent toutes ces histoires, on saura un peu plus de cette guerre et pourquoi et comment de cette guerre. Voilà. Et qu'est-ce que cette crise, pour toi, nous dit de notre société? Qu'est-ce qu'elle nous raconte de nous, en fait? Cette crise, pour moi, c'est une plage tournante dans l'histoire de l'humanité. Ouais. L'histoire de l'humanité a connu quelques moments où la page était complètement tournée et que le futur était jamais comme avant. Et celui-ci, pour moi, c'est un de ces moments où tout est en train de mettre sous la question, tout est en train de changer, des réflexions individuelles, collectives. Et ce grand changement qui est en train d'arriver, qui est cette grande page de l'histoire qui est en train de tourner, personnellement, je pense que c'est positif. Personnellement, je pense que, je dirais, c'est comme une forme de correction, pas correction dans toutes les formes d'utilisation de nombres, de formes qu'on a. Et là, on va vers une forme de correction de ce que nous étions, de ce que nous faisions, de notre économie, de notre société, de relations humaines que nous avions créées. Et un par un, tout est en train de changer, tout est en train de devenir différent. Et c'est là où je pense que les artistes ont un rôle important de jouer. Et justement, alors je rebondis sur ce propos. La place de l'art, on va dire peut-être le rôle de l'artiste dans cette crise, dans cette réinvention, c'est quoi exactement? Comment l'artiste peut encore différemment probablement contribuer?
Les artistes, dès le début de l'humanité, c'était eux qui ont mené cette bataille de mettre l'humanité sur le bon chemin. Dès le début, le travail des artistes, c'était ça. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu entends par là? Avoir une sensibilité aiguë par rapport à sa société, par rapport à ce qui se passe autour de lui. Et avec ses œuvres, essayer de montrer, essayer de... des fois, une seule œuvre, ça change beaucoup, ça influence les pensées des millions et des millions et des générations qui viennent. Une seule œuvre, ça a joué ce rôle. Et donc, les artistes, ils avaient toujours ce rôle de, quelque part, de correcteur de société, sans être arrogant, mais c'est plutôt le rôle de l'art, je dirais. Pensons à ces quelques semaines de confinement que nous avons vécues et tous les gens qui disaient, bon, le monde est devenu le monde des finances, l'art et culture, à quoi ça sert? Demander à tout le moment de confinement s'il n'y avait pas des livres, s'il n'y avait pas la musique, s'il n'y avait pas des films à voir, s'il n'y avait pas de concerts à regarder, comment on aurait passé ces moments de confinement. Vous voyez, c'était des éléments importants. C'était d'un seul coup, on est revenu vers ce qui est essentiel, vers ce qui est essentiel, et essentiel, certes, dans la première ligne de cette guerre, nous avons des personnels de santé, nous avons des éboueurs, des caissières, plein d'autres gens que malheureusement notre société était arrivée à une telle arrogance sous je dirais, influence ou le dictateur de finances en essayant de mettre tout égal au profit. Tout égal au profit. Et d'un seul coup, on a vu que non, l'essentiel, c'est autre chose. L'humanité, c'est autre chose. C'est que nous sommes quelque part emmenés à voir et participer à ce changement. Et une des choses importantes qui est arrivée, c'est que d'un seul coup, on voit que au lieu de courir d'un rendez-vous à l'autre, au lieu de partir, prendre l'avion, participer dans telle ou telle conférence, au lieu de, je dirais, laisser des messages sur les téléphones des gens, maintenant, on les voit. Même si virtuel, mais on appelle les amis, on a commencé à appeler des gens, on s'est rapproché de familles. Les familles sont rapprochées. Et les familles, c'est l'unité principale de société humaine. Or, c'était en train de complètement anéantir dans le système ancien. Je dis système ancien parce que je crois vraiment que nous allons passer à un nouvel système. Donc, tout ça, c'était possible par cette petite correction qui est venue même tellement importante. Je me souviens quand j'étais dans la conférence, dans le Engage Days, j'avais donné une conférence que je garde un très bon souvenir de cette conférence. J'avais parlé de cette conviction de deux thèmes importants. Une première thème, c'était que après passer ces 40 ans dans le monde, dans une centaine de pays et tous ces conflits et voir le plus haut et le plus bas de l'humanité, je pense que l'univers, nous sommes une seule et unique entité et que chaque personne qui existe, nous sommes comme des cellules d'un seul corps humain. Nous avons un rôle chacun et nous sommes à l'intérieur d'un seul corps qui est l'univers, que ce soit des animaux, des plantes, nous ou tout ce qui est vivant sur cette planète. Là, on le voit. Le deuxième exemple que j'avais donné, qui est très connu aussi, c'était l'exemple de battement des ailes de papillons dans l'hémisphère nord qui peuvent faire des tempêtes dans l'hémisphère sud et on est en plein dedans. On est rentré dans une tempête mondiale, dans une tempête globale
par un tout petit virus qui est même plus petit que des papillons. Donc, tout ça, ça nous amène à d'une part, je dirais, une intelligence collective est en train de se mettre en place. Voilà. Le meilleur mot, ce que je pense qui est en train de faire, c'est une intelligence collective et individuellement aussi des questionnements de qui nous sommes. On revient vers les questions principales. Qui nous sommes, pourquoi ils sont, qu'est-ce que nous devions faire, comment on doit agir. Voilà. Il y a un rôle qui te tient beaucoup à cœur en tant qu'artiste, c'est celui, alors je vais utiliser un mot, je ne sais pas si tu l'accepteras ou c'est celui qui te conviendra, mais d'émancipateur. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu fais avec les enfants ou les jeunes adultes dans les camps de réfugiés notamment, et comment l'art ou ta capacité d'artiste, c'est aussi celui de réveiller la capacité créative et artistique des autres, en fait, et de ceux qui n'ont pas les moyens? Bon, moi, je suis architecte de formation. Donc, tout ce qui m'a resté après passer la page de l'architecture vers la photographie il y a 40 ans, c'est une des raisons, c'était aussi comprendre l'impact et l'importance que l'image, il joue dans notre rôle et il va jouer dans notre rôle. Et très vite, j'ai compris que c'est une arme. J'utilise le mot arme dans, je l'aime bien ce mot. dans une autre forme et qui relie les êtres humains, qui joue un rôle important. Et on connaît les images qui ont resté dans nos mémoires collectives, qui ont fait réfléchir tout le monde. Donc, à partir de ce moment où j'ai choisi l'image comme moyen d'expression et qui n'était pas seulement une moyen d'expression personnelle, assez vite, j'ai essayé de faire de ce moyen un moyen de connexion des communautés, des êtres humains, des cultures ensemble, en allant vers ces cultures, vers ces êtres humains, vers ces événements et publier par tous les moyens, dans les journaux, dans les magazines, les livres. J'invente chaque fois des nouveaux moyens. Un des nouveaux moyens que j'ai beaucoup utilisé, j'utilise beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, ça commence à avoir son raison d'être. C'était depuis des années 90, j'avais commencé de faire des expositions en plein air pour le passant. Et là, aujourd'hui, y compris dans des petits villages d'Afghanistan. Partout, exactement, dans un petit village, dans toute petite ville de l'Europe ou ailleurs. Mais assez vite aussi, j'ai compris que quand j'arrive quelque part, je suis un observateur de la vie des gens. Certes, ma façon de travail, c'est d'être complètement rentré dans la vie, être avec les gens, de comprendre leurs histoires et vivre avec eux et partager leur joie et leur souffrance pour que cette émotion me permet ensuite, avec mes photographies, de pouvoir montrer aux autres. Mais je me suis dit, parallèle à ce travail, il y a aussi tous ces gens qui vivent sous ces moments, tous ces gens qui sont quelque part les victimes de ces moments, qui souffrent de ce moment. Ils ont aussi leur mot à dire. Ils ont aussi un moyen de nous montrer au monde comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe. Et leur regard, c'est certainement différent de moi ou d'autres professionnels. Ça va être un regard de l'intérieur de ce qu'ils vivent. C'est à partir de ce moment où, parallèle à mon travail photographique, depuis presque 40 ans, j'ai commencé ces formations dans les zones de guerre, en créant un très grand centre de formation pour les journalistes, surtout des femmes en Afghanistan. Il y a des milliers de femmes aujourd'hui en Afghanistan qui travaillent dans les médias, dans les administrations et qui étaient formées dans ce grand centre que je fais. De l'autre côté, quand les enfants dans un camp de réfugiés qui sont obligés de vivre là et que personne ne sait comment ça se passe la vie dans un camp de réfugiés,
surtout que nous, les photographes professionnels, nous avons notre regard. Or, passer du temps, les former, que ce soit dans les camps de réfugiés ou dans les banlieues très durs et dangereux de Buenos Aires ou en Sicile ou dans les banlieues En en France, France, tu l'as fait aussi. Oui. des dizaines de banlieues, de plusieurs centaines de jeunes qui sont formés et ensuite, c'est eux qui vont d'une part montrer au monde leur mode de vie, mais parce que ça vient de ces enfants, parce que c'est sans préjudice, comment, préjugement, Préjugés. préjugés, ouais, exactement, sans préjugés. Donc, ça a un autre effet. Et c'est une forme de multiplication de regards, multiplication de différents regards. Je joue juste le rôle de, comment dirais-je, Catalyseur, émancipateur, exactement étincelle, ce que tu as dit. étincelle, peut-être. Exactement. Donc, c'est pour ça que je pense ces formations et donner la possibilité à tous ces gens qui sont des victimes passives, le moyen de s'exprimer et devenir l'acteur de leur destin. Et ça nous aide aussi de mieux comprendre l'autre. Donc, voilà pourquoi on a aussi vu le rôle de l'image. Même rien que ces jours de virus, quelles sont les toutes premières images qu'on a vues qui a parlé à tout le monde? C'était cette photo de la création d'Adam par Michel-Ange avec les deux mains qui avaient des gants. Vous voyez, Ah oui, ça c'est absolument. important, Une ça marque. parlait tout de suite au monde. Quand on a vu un Mona Lisa avec le masque, ça parlait au monde entier. Donc, le rôle des artistes, c'est aussi ça, c'est de comprendre leur Je te monde. donne un verre d'eau virtuel. Ah ben, merci. C'est de comprendre le monde, comprendre l'environnement et de le traduire à leur façon pour qu'il soit compréhensible. Un autre exemple, c'est le Guernica de Picasso. Picasso, on dit que ce n'était pas un artiste engagé, mais je crois que Par sa création, oui, bien sûr. par sa création, il a changé le monde. Le monde avant et après Picasso n'est plus le même monde. Pas seulement par Guernica, par l'ensemble de ses œuvres. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse histoire que il y a un officier allemand, un général, qui avait visité l'atelier de Guernica, de Picasso. En voyant le tableau, il dit: ah, c'est vous qui avez fait ça? Il dit: non, 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 c'est vous qui avez fait ça. Donc, ça montre aussi un peu Ouais. la sensibilité de l'artiste, comment peut expliquer un monde en changement. Question difficile pour toi, Reza, je te préviens. Dis-moi. Personne n'a sa boule de cristal et personne ne sait évidemment ce que va être la société et les conséquences de la crise Ouais. économique et sociale. Personne. Mais on peut avoir peur que la crise, creuse la fracture sociale, fasse que de plus en plus de personnes soient dans des difficultés financières importantes, le chômage, etc. Donc, on peut craindre que dans cette société, finalement, la place de l'art, son financement, soit compliqué et que de plus en plus de personnes n'aient pas accès à cette capacité de devenir créateur de sa vie, ce que tu disais très bien, cette capacité à se réinventer, à créer notamment les enfants. Comment faire pour que on ne perde pas cette dimension dans la société qui vient? Comment toi, tu veux t'engager pour faire que dans la périurbanité, la ruralité, justement, on arrive à faire que l'art, l'éducation artistique, la capacité à créer ne soit pas le parent pauvre et oublié dans nos sociétés? Difficile, hein, mais c'est ce que tu fais en Afghanistan, c'est ce que tu fais dans les banlieues, quelque part. Ouais. Oui, c'est certes que ça va être plus difficile à faire. Justement, quelques jours avant le début, je partais dans un projet des Nations Unies et l'Office de migration, l'Office vers Côte d'Ivoire, Sénégal, Tchad. J'avais un grand projet dans 5 pays et que pour le moment, tout est mis de côté. Et je sais qu'il y a plein d'autres artistes, plein d'autres créateurs
comme les musiciens, ils n'ont plus la possibilité de concert. Nous, pareil, on vit un moment dur, c'est sûr. Et on va vivre encore des moments durs à venir, mais un peu plus loin, je vois une ouverture extraordinaire vers le monde, vers l'humanité. Je suis assez positif par rapport à ce qu'il pourrait venir après cette crise. Quand je dis après, la crise peut durer 2, 3, 4, 5 ans. Ce n'est pas 2 mois, 1 mois, c'est une crise mondiale, c'est presque une guerre mondiale et ça peut durer comme la Deuxième Guerre a duré 5 ans et après, encore pendant des années, les gens ils souffraient de ça. Donc, il va y avoir un renouveau, une renaissance de l'humanité pour le plus tard. Mais en attendant, ce qui se passe, et c'est pourquoi je crois que les artistes et les créateurs, au même niveau que je dis les personnels de santé, ou même les éboueurs, ou les caissières, ou les gens qu'on a compris l'importance et l'impact qu'ils peuvent avoir dans la société, les gouvernements, les entreprises, pour continuer à rester, pour continuer à exister, ils sont obligés de changer de cap. Je suis persuadé que le système de santé va être amélioré, qu'il n'y aura aucun gouvernement aujourd'hui qui osera même de faire ce qu'ils ont fait dans le gouvernement avant en disant on coupe l'économie, il faut garder combien d'argent ça coûte l'hôpital. Donc, on ne va plus aller vers là. Sinon, ça va être un vrai tremblement de terre contre ces gouvernements, contre ces politiciens qui ne pourront pas voir l'impact et l'importance de ça. La culture et la création, il va devenir de même, il va jouer le même. Nous avons beaucoup de possibilités à réfléchir, à voir, puisque l'art et culture, ça fait partie je dirais, de l'essentiel de notre vie. Donc, c'est à nous d'expliquer ou montrer au gouvernement comment les financiers, comment les gouvernements, comment les politiciens, ils peuvent aider la création. Encore une petite parenthèse d'une petite histoire qui est très connue encore, mais je crois que c'est l'importance de dire, ça se passe à Londres en pleine Deuxième Guerre mondiale, où le gouvernement de Churchill, ils sont presque au bout et ils n'ont plus d'argent. Et un des conseillers, il dit il faut couper tous les projets culturels et l'aide culturelle. Et la réponse de Churchill dit eh ben, si on fait ça, pourquoi on fait la guerre alors? Exactement. Massoud avait dit la même chose sur la littérature d'ailleurs. Massoud avait dit la même chose exactement sur la littérature quand, à un moment, au milieu de guerre, en train de lire une poésie, un de ses commandants, il vient, il dit, mais attention, arrêtez ça, c'est le moment de guerre. Il a dit, mais si on arrête la littérature, pourquoi on fait la guerre? C'est une très belle histoire, effectivement. Ouais. Alors, je vous invite, amis auditeurs, à lever la main si vous avez une question que vous voulez poser en direct à Reza ou pourquoi pas à Romuald avant qu'il le rejoue puisqu'il est ici en direct. Moi, je voudrais te poser une question en attendant que les mains se lèvent. Mon cher Reza, c'est quelle a été pour toi, je ne sais pas si une anecdote ou une expérience ou quelque chose qui t'a véritablement marqué dans toute ta carrière de 40 ans dans les guerres et dans les zones de conflit et avec ton ONG, où tu as dit, tiens, là, vraiment, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, que ma contribution a été forte, que l'art, là, peut changer quelque chose, parce qu'on dit l'art peut changer le monde, et puis on se dit, bah, est-ce que c'est vrai tout ça? Finalement, une anecdote ou une expérience qui te reviennent là-dessus? Pour moi, c'est
beaucoup plus de ce que… enfin, ce n'est pas un moment, quelque part. Tu as vu ces derniers temps, pendant le confinement, avec Rachel, nous avons posté tous les jours une photo et des textes que Rachel elle écrivait. La réponse que les gens ils nous envoyaient, combien ça les impactait. C'était vraiment une baume au corps et c'était de pure poésie, la réponse de ces gens-là, en disant, grâce à ces images, grâce à ces mots de Rachel, nous avons changé, nous vivons mieux. Et pour moi, ce n'est pas une seule anecdote quelque part. Si je réfléchis certainement, genre, je peux en trouver un pour dire que c'était ce moment précis, mais c'est chaque moment, chaque message qu'on entend des gens en disant combien une photographie de toi, Reza, ou un livre ou avec Rachel, ou de textes, Ou une ça m'a émotion de bouleversé, Romuald. ça m'a changé. C'est ça, ce sont ces moments qui sont importants. Je crois que Valérie avait levé la main. Je ne sais pas si elle est encore là. Laura, tu pourrais peut-être ouvrir le micro de Valérie. Valérie, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu as toujours des questions à poser à notre ami Reza? Sinon, moi, j'aurais bien voulu faire quelque chose qui n'était pas prévu. Est-ce que Valérie est là? Oui, Valérie est là. Est-ce qu'on peut lui ouvrir son micro? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, absolument, Valérie. Voilà. Ton micro, Voilà. et on te voit en plus. Alors, tu vois, c'est remarquable. Merci d'avoir organisé cette conférence parce que ça nous permet d'avoir un temps de réflexion et de joie par là. Et ma première question se pose, comment êtes-vous venu de la formation d'architecte à la photographie? Et puis, et en tant que reporter par rapport aux conflits mondiaux. Et la deuxième suggestion, vous parliez de Churchill qui disait que c'est vrai qu'il était important de se battre pour l'art et la culture. Je dirais aussi le colonel Massoud, qui malheureusement a été assassiné, lui aussi a attaché une très grande importance à la littérature et à l'art. Et c'était lui aussi un très grand guerrier de la lumière. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Reza, alors, Oui. ce point de bascule pour toi? Au fond, avant d'aller à l'architecture, j'ai commencé la photographie à l'âge de 13 ans. Et j'ai appris en autodidacte. Et c'est à ce moment où j'avais appris et j'avais compris l'impact de la photographie. Mais à ce moment-là, ça veut dire il y a 50 et quelques années, la photographie, c'était pas considéré comme un métier. D'ailleurs, moi-même, en Iran à l'époque, je ne savais pas comment, avec la photographie, je peux continuer à faire un métier. Il fallait faire des études universitaires. Et parmi ces études universitaires, ce qui me convenait le mieux, c'était l'architecture. Donc, parallèle à ce que je faisais mes études d'architecture, je faisais aussi les photographies. D'ailleurs, je militais avec les photographies en Iran, en faisant des différents projets. Mais le travail, c'était architecture. C'est un moment, juste avant quelques mois avant la révolution en Iran, que j'ai décidé aller dans les rues et photographier les événements. On verra après ce qui se passe. Et première fois, j'avais demandé 3 jours de congé de mon cabinet d'architecture. Et ces 3 jours, c'était il y a 40 ans. Je suis jamais retourné. Je suis jamais retourné. Donc, c'est comme ça que je suis venu petit à petit à la photographie, la révolution en Iran. Il y a eu la guerre au Kurdistan iranien, la République islamique qui a commencé à attaquer les Kurdes, à tuer les gens, à prendre des otages américains. Donc, tout ça, j'ai photographié jusqu'à un moment où ces mots-là, les républiques islamiques, ils ont vu un danger en moi, en ce que je faisais, en ce que je représentais, qui étaient des milliers de journaux dans le monde. Et avant qu'ils puissent me mettre en prison ou m'assassiner, j'ai fui l'Iran il y a 40 ans et j'ai continué après dans les différentes régions, les différentes guerres.
différents endroits. Donc, c'est comme ça que mon parcours était venu. Par rapport à Massoud, évidemment, comme je disais, oui, Massoud aussi, c'était un homme de culture. Pour moi, c'était un grand poète dans l'âme. Et plusieurs fois, il me disait, il montrait ses vêtements militaires. Il disait, Reza, tu vois, qu'est-ce que je suis obligé de porter? Et c'était ça, qu'est-ce que je suis obligé de porter? Et c'était parce que c'était vraiment une âme d'artiste aussi. Un poète déguisé en guerrier, quoi, en quelque sorte. D'ailleurs, pardon, je t'en prie. Le Gandhi, c'était un guerrier aussi, vous voyez. Mais Aussi, Massoud était clairement. une autre forme de guerrier. Martin Luther King était un guerrier. Et beaucoup des artistes sont des guerriers, quelque part aussi. Question d'ailleurs, juste pour réagir, une petite question rapide de Max Aiter qui demande qu'est-ce que ça fait de jouer comment c'était de jouer aux échecs avec le commandant Massoud. Qui est-ce qui pose la question? Max Aiter. Alors, Max, est-ce que Max, il joue comédien, tu joues aux échecs, Max, ou pas? Il va nous répondre. Je sais pas. Ouais, il va essayer de nous répondre. C'était comment? C'était de comprendre assez vite le stratège qui est derrière ces pions, le cerveau qui était, et c'était constamment comme comme il a fait avec les Russes dans la guerre contre les Russes. Ce qu'il faisait, c'était vraiment un jeu d'échecs. D'ailleurs, ce qui était le plus dur en jouant aux échecs avec lui, c'était qu'il était constamment en train d'essayer psychologiquement de vous battre avant de jouer d'échecs. Donc, avec un petit mot par-ci, une petite phrase par-là, de vous déstabiliser psychologiquement. C'était ça, enfin, la guerre psychologique commençait avant même que les pions soient posés. Il a bien raison, c'est comme ça qu'on gagne. Question de Valérie Lombard. Laura, est-ce que tu peux avoir la gentillesse d'ouvrir le micro de Valérie? Valérie, que l'on connaît, qui est exploratrice engagée et très engagée dans les droits humains à travers Human Rights Watch. Valérie, on t'écoute. Oui. Je remets ma vidéo. Ah voilà, ça y est, on te voit. Oui, oui, je suis engagée. Du coup, je masque toujours ma vidéo pour protéger toutes mes données et tout ce que je fais. Bref. Bonjour Reza. Bonjour. Oui, j'avais une question qui est qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui vont dire que dans un temps comme ça, dans un temps de crise et de guerre, comme vous le dites, l'art est peut-être un luxe. Alors, vous avez répondu avec Churchill et Massoud, mais élaborez un peu dessus. On pourrait se dire l'art, c'est un luxe dans des temps comme ça. Il y a vraiment des choses plus importantes. Il faut donner à bouffer aux gens, il faut leur donner un boulot, il faut les empêcher d'être malades. De même que c'est ce qu'on nous dit, nous, les défenseurs des droits humains, on nous dit vous êtes mignons, mais vous êtes des droits de l'homiste, vous êtes des idéalistes, on a autre chose à faire plus important, il faut régler les problèmes de fond et on est un peu vu comme voilà, et économique évidemment. On va être vu comme des gens moins sérieux et moins pragmatiques et dans le cœur des problèmes que des politiques, des économistes, etc. Donc, qu'est-ce que vous répondriez à la réponse pour moi, de ma part, la réponse est simple, de dire que notre société, notre monde est arrivé à cette étape que nous vivons aujourd'hui, cette crise, parce qu'on n'a pas donné assez de poids aux droits de l'homme, parce qu'on n'a pas donné assez de poids à l'éducation, parce qu'on n'a pas donné assez de poids aux cultures et l'art, et plein d'autres choses. Donc, c'est aussi simple que ça de dire, regardez, est-ce qu'on va répéter ce qu'on avait avant? Dans ce cas, oui, on raye la culture, l'art, et même l'éducation, parce qu'il y a certains pays comme les États-Unis, ils sont en train de complètement, ou d'autres pays, hein, de couper l'éducation depuis quelques années. Ce que nous racontera Karine Jackma la semaine prochaine, oui. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. L'art, c'est comme oxygène pour l'humanité. Le bon exemple que je donnais, est-ce que dans le confinement, sans art et sans culture,
comment les gens passeraient ces moments-là. Et en persan, on a une expression qu'on dit que l'art, c'est la nourriture de l'âme. Je crois que j'ai aussi entendu. Donc, l'âme a besoin de nourriture et c'est l'art et c'est la culture. Sans nourriture, ça n'existera pas. Merci Valérie. Petite question qui nous vient notamment de comment s'appelle-t-il, d'Emmanuel, mimétique, qui dit finalement les artistes vont devoir peser, enfin on espère qu'ils vont peser dans cette réinvention. Mais comment faire pour les fédérer, pour que leur voix soit plus entendue? On a vu pas mal d'ailleurs d'artistes qui prenaient la parole de façon… on a vu Vincent Lindon, on a vu quelques comédiennes qui évidemment ont une capacité d'interpellation importante. Comment faire pour que les artistes, et tous les artistes, pas seulement ceux qui sont connus, mais puissent faire que la parole artistique participe à la réinvention, participe au débat beaucoup plus qu'aujourd'hui? Quel conseil tu pourrais nous donner? D'une part, à partir du moment où on donne le nom d'artiste à un individu, déjà, il y a cette responsabilité en lui, responsabilité de son époque, responsabilité de son environnement par rapport à ce qui se passe autour de lui. Donc, chaque artiste, il essaye, et d'ailleurs, on l'a vu, comme tu as nommé quelques-unes, chacun a essayé, chacun il essaye à sa façon de participer, de montrer le chemin, ou même lui-même, de trouver le chemin lui-même pour y aller. Mais réunir tous les artistes dans un seul endroit, je ne crois pas que c'est une bonne idée, ni c'est possible, mais emmener des groupes qui s'entendent, qui font le même travail et qui peuvent participer à la rigueur, je dirais, le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour le moment, c'est de venir ensemble. Dans certains moments, c'est plusieurs centaines, dans certaines dizaines, ou une seule personne, une voix pour montrer la voix. Et c'est ça que je pense des vrais artistes. Ils continuent, ils vont continuer. On a vu ce qu'ils ont fait, comme Banksy, c'était un très bon exemple. Hein. Dès le premier jour, il a montré son art. Il y a plein d'artistes qui sont en train de faire quelque chose. Il y a ce côté individuel aussi, très, très solitaire, individuel aussi, au fin fond de chaque artiste, pour mieux s'exposer, pour mieux se faire comprendre son art. Des fois, cette, je dirais, l'intériorisation, ça aide plus que juste dire je vais me mettre avec 50 autres photographes et faire quelque chose. Il y a eu ça, il y aura certainement ce genre de réunion pour faire des événements sporadiques, mais le plus important, c'est chaque artiste pose la question, il le pose déjà et il lui-même. poser lui-même qu'est-ce que je peux faire personnellement maintenant et en donnant le meilleur de soi-même, en pensant à ce qui est le monde de demain, qui va être différent. Et ça, je dis encore, le monde de demain, cette crise, c'est une crise historique, mondiale, et ça va marquer à jamais l'histoire de l'humanité. Mon cher Reza, on t'a demandé de choisir une œuvre artistique. Laura, tu pourrais la montrer et du coup, Reza, nous dire pourquoi, quelle œuvre tu as choisie et pourquoi tu as choisi cette œuvre en particulier qui rejoint en fait la question de Max, une nouvelle question qui était quelle est ta part de spiritualité dans ta création artistique? Je crois que
Tu vas y répondre un peu à travers ce choix. L'art a eu des différentes formes dans les différentes civilisations. Comme, dans différentes civilisations, certains arts, ils ont devenu l'art major. Dans ce parti du monde, c'est l'icône, c'est l'image, quelque part, qui joue un rôle important et qui est devenu l'art major. En Orient, pendant longtemps, surtout en Iran, l'art major, c'était la poésie. D'ailleurs, il continue à l'être, même dans le forme de cinéma iranien qui est très connu, on voit cette poésie qui est dedans. Et le poète Rumi, dont ce livre, c'est son grand livre, pour moi, depuis mon bas âge de 5, 6, 7 ans que j'avais commencé à m'intéresser à la littérature et à la poésie, c'était peut-être le livre que j'ai lu le plus, ou les poèmes que j'ai lus le plus au monde, et je continue à le lire parce qu'il parle de l'universalité de l'homme. Le plus important message de Rumi, qui est fondateur de ce qu'on appelle le soufisme, ou le derviche tourneur, c'est une des inventions de lui. C'était un grand artiste. Imaginez, c'était un chorégraphe au XIIIe siècle qui a fait cette danse que le derviche tourneur, que continue encore aujourd'hui à continuer. Après 7 siècles, c'est monté les mêmes chorégraphies qui a énormément de signification. Ce n'est pas juste une danse, c'est toute une philosophie pour ceux qui le lisent, pour ceux qui comprennent. Donc, Rumi, il a cette capacité extraordinaire d'utiliser les histoires quotidiennes, les histoires, les relations humaines, les relations entre les humains et les plantes et l'univers et les animaux, et nous emmener vers une réflexion profonde sur nous-mêmes et sur l'humanité. Et à la fin, une fois que vous avez vu ça, de comprendre que l'homme est universel et il n'y a pas de différence. Univers tout court d'ailleurs. L'homme est univers et l'homme est univers. C'est joli. Pour donner juste une image de l'impact de Rumi depuis son temps, c'est que il est né en ce qui était dans la ville de Balkh, qui est en Afghanistan aujourd'hui, mais qui faisait partie de grands mondes persanophones. Et il dit ses poèmes en persane. Il est enterré aujourd'hui en Turquie. Vous voyez, donc, est enterré dans son école. Parce qu'il avait une école. Pourquoi il est enterré dans son école? Parce que le jour de sa mort, les représentants des 3 religions, les juifs, les chrétiens et les musulmans, des délégations, ils ont allé pour prendre son corps, emmener dans leur cimetière, chacun en disant que c'est de nous. Ouais. Et personne. Et finalement, ils se sont dit, bon, pour ne pas créer une guerre encore, il va être enterré dans son école. Et c'est là où aujourd'hui, dans la ville de Konya, beaucoup de gens y vont pour le pèlerinage. Se recueillir. C'est pour ça que pour moi, quand tu as parlé choisir une œuvre d'art, je me suis dit, bon, photographe, on va penser, je vais choisir la mienne, une photographie ou la mienne, ou Guernica, ou une image, enfin, ou de Goya, ou de Van Gogh. Mais finalement, je me suis dit, puisqu'on va vers un monde où on doit comprendre cette universalité de l'homme pour sortir de cette crise, il n'y aura pas d'autre solution tant qu'on n'a pas compris cette universalité de l'homme intérieur. Merci Reza. Je voudrais qu'on ouvre le micro de Romuald pour qu'il nous fasse le bonheur de nous rejouer un air une sonate, un extrait d'une sonate de Bach, et que l'on conclue, si vous voulez bien, tous les 3, Reza, Romuald et toi et moi, juste après. Donc Romuald, voilà, plaisir. Si tu veux bien, maintenant, on serait absolument ravis, évidemment, de t'écouter de nouveau. Tu peux. Alors, je vais éteindre ma caméra. Peut-être que tu peux éteindre aussi, Reza, le temps du concert. Ouais.
Merci infiniment, Romuald. Je suis le seul avec Reza pour applaudir et me faire entendre. Désolé. Ah, extrêmement beau et émouvant, évidemment. Puis quand on parle d'universalité, Bach, voilà. Qu'est-ce que tu nous as joué, Romuald? C'était le Largo, la 3e sonate de Bach, voilà, pour violon seul. Bon, écoute, je rejoins Anaïs qui dit superbe, bien évidemment. Tu joues, Romuald, tu es actuellement, physiquement, tu es à Paris? À Paris, oui. À Paris, d'accord. Comme moi aussi. Bon, alors, on aura la chance, je l'espère, et très vite de pouvoir programmer Romuald et de l'entendre en chair et en os avec un son qui sera meilleur. Mais je peux t'assurer, Romuald, que l'émotion a été très présente, malgré évidemment le son qui n'est pas celui d'un live classique. Mais c'était extrêmement beau et de pouvoir t'avoir et d'avoir cette résonance entre les arts, pour moi, c'était fondamental. Donc, merci infiniment. Je voudrais qu'on finisse. Laura va poster le lien pour vous connecter au temps d'intelligence collective, ceux qui veulent y participer. Je répète la question, c'est comment permettre au plus grand nombre de développer son potentiel créatif et artistique. Donc, vous pouvez vous connecter tout de suite. On va vous diviser entre salles et travailler sur ce sujet-là. Je voudrais conclure quand même, donne-moi une minute Laura, en demandant à Romuald et à Reza, vos futurs désirables, c'est quoi? Dans quelle société? 2 mots, 3 mots pour caractériser, une phrase pour caractériser vos futurs désirables? Moi, j'ai un seul mot, c'est humain. C'est un monde plus humain où l'homme, il va être avant tout, c'est l'homme, il va être le centre de décision. Oui, le centre, la source et la destination des décisions, on va dire. Romuald, à toi. Pour moi, un monde plus solidaire où le respect prévaut. Voilà. Le respect de chacun, le respect de l'humanité. Vivant, bien sûr aussi. Bon. Eh bien, j'espère que vous serez entendus. Voilà, tous, c'est à quoi nous essayons de contribuer, de nous battre. Voilà. On se retrouve. Merci à tous les deux. C'était un moment très émouvant et très riche. Temps un peu suspendu aussi, grâce à toi, Romuald. Merci infiniment. Merci à toi. Et toujours dans le temps d'exprimer les choses avec toi, Reza. Donc, c'était magnifique. La semaine prochaine, on change complètement puisqu'on travaillera on interviendra avec Karine Jacquemart, qui est la directrice de Foodwatch, que tu avais vu, je crois, oui, bien sûr. Et là, ce sera plus sur la stratégie du choc, comment essayer de faire une stratégie du choc, sert à Naomi Klein, mais de la renverser pour qu'elle ne soit pas au service des lobbying d'intérêt particulier, mais au service du lobbying d'intérêt général. Donc, peut-être, Laura, peux-tu nous partager le lien pour s'inscrire directement? C'est une thématique fondamentale. Voilà, on vous expliquera tout ça dans les mails d'ici une semaine. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site engage.world, participer le maximum avec nous, apportez-nous vos idées et surtout connectez-vous dès maintenant sur le Zoom spécifique de l'intelligence collective pour qu'on puisse construire ensemble une société où l'art sera encore et de plus en plus présente. Merci infiniment à tous les deux. Merci à toi. On dit avec un peu de retard. À tout de suite. Ciao. Ciao, merci.